L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois, Louis Dauphren. Mais avant ça, on va parler de paix ce matin. Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Une réunion sous tension après un embrasement entre le Liban et Israël. J'en parlais à l'instant. Un conflit qui vient s'ajouter à une triste litanie. L'agression russe en Ukraine, le Sahel, le Soudan, la République démocratique du Congo, sans parler de Taïwan ou de la Birmanie. Dans ce contexte, certains croient encore à la paix, Louis Dauphren. Et oui, c'est le cas de la communauté Santé Gidio, bien connue. C'est quand même une communauté très influente sur le plan diplomatique qui a déjà résolu des conflits importants dans le monde ou a essayé de le faire, à y contribuer en Amérique du Sud, en Amérique centrale notamment. Et puis donc, elle organise aujourd'hui, ça se finit aujourd'hui, ça a commencé dimanche. Emmanuel Macron y était dimanche d'ailleurs. La rencontre internationale pour la paix, l'événement réunit 150 chefs religieux, politiques, société civile. Imaginez la paix, une rencontre qui est née en 86 lorsque le pape Jean-Paul II a rassemblé pour la première fois les représentants des grandes religions à Assise, événement dont le monde se souvient peut-être. Le thème est donc Imaginer la paix. Alors, il y a plusieurs lieux dans Paris, Collège des Bernardins, Église Saint-Méry. Le temps fort, c'est ce soir à 18h avec un message du pape François qui sera lu sur le parvis de Notre-Dame et qui donc nous amènera à considérer le discours du pape au regard de ce qui se passe en Ukraine et puis au Proche-Orient. Et on en parle ce matin avec le président de la communauté Santé Gidio. Bonjour Marco Impagliazzo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes également historien. Alors, il y a ce congrès pour la paix et en même temps, il y a ce conflit au Liban, entre Israël et le Liban, des conflits qui s'aggravent, on le voit. Est-ce que c'est pas un peu vain d'organiser de telles réunions pour la paix ? Au contraire, je pense que dans les moments plus difficiles de l'histoire, comme nous sommes en train de vivre, un moment très difficile, sombre, je dirais. Vous avez parlé de beaucoup de conflits. On a compté 59 conflits dans le monde dans cette période. Donc, c'est le moment où intervenir, où commencer à imaginer, comme on a titré notre rencontre internationale, une alternative à ce climat de guerre qui désormais a un peu pris tout le monde, l'opinion publique, et qui passe dans le cœur des gens. Est-ce qu'il n'y a pas une réunion là, de personnes qui sont toutes d'accord entre elles, mais il manque certains autour de la table là, en ce moment à Paris, non ? C'est-à-dire, nous avons choisi de ne pas faire ni une rencontre irénique, ni une médiation de paix dans quelques situations. Nous avons choisi le chemin du dialogue, qui a été ouvert par Jean-Paul II, 86 à Assise, dans la ville de Saint-François, quand il avait rassemblé toutes les religions du monde, les chefs religieux, pour parler de paix. C'était la période de la guerre froide. Et 3 ans après, les murs de Berlin sont tombés. Et donc, je me rappelle le pape en me disant, et après le 89, on n'a pas pris un vin à Assise. Et il faut rappeler que les rencontres aujourd'hui, ce n'est pas seulement des dialogues, des rencontres, mais aussi des prières. Ce soir, il y aura des prières à Saint-Séverin, dans la basilique de Saint-Séverin de l'église, des prières écuméniques des chrétiens. Les musulmans seront à prier dans la mosquée de Paris, les juifs dans une école hébraïque, et les bouddhistes, les hindus, les sikhs, toutes les autres religions dans des lieux différents, pour se rassembler finalement à 18h sur le parvis de Notre-Dame pour écouter le message du pape, pour faire un geste de paix, tous ensemble. Marco Impagliazzo, tout à l'heure à 10h au Collège des Bernardins, il y a un sujet, les inégalités interrogent l'économie. Ça n'a pas grand-chose à voir en soi avec la paix, avec votre domaine d'expertise. Il y a Patrick Pouyanné, le président directeur général de Total Énergie, et puis Jean-Baptiste de Françu qui dirige donc le Collège des Bernardins. Il y a d'autres événements qui réunissent des personnes connues. Je pense à Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam. Ça, c'était hier, avec une table ronde qui a été remarquée avec en particulier une autre personne de Total Énergie. On est loin normalement de ce qui constitue les arcanes diplomatiques. Ça n'a rien à voir. Vous êtes sur un terrain écologique là. Oui, mais c'est-à-dire que les conflits impactent un peu sur la vie des gens et surtout les problèmes climatiques ou les problèmes de l'économie créent aussi des conflits. Donc aujourd'hui, la situation du monde est très complexe et c'était
serait inutile de faire un congrès qui touche seulement un point. On a fait 21 forums. Ça veut dire on touchait la complexité. Et laissez-moi dire une petite chose. On est resté touché par la présence des jeunes gens, des étudiants, des écoles catholiques, musulmanes, hébreux aussi, ensemble avec beaucoup d'Européens qui sont venus. Ça veut dire l'intérêt pour les différentes thématiques qu'on a touchées, car tout se tient. Vous qui êtes spécialiste de l'Arménie, je précise, vous êtes professeur d'histoire contemporaine, je n'ai pas l'impression qu'il y ait l'Arménie mentionnée cette année. Non, parce qu'ils ne sont pas mentionnés des situations particulières, comme je dis. On a touché les grands thèmes qui sont derrière les guerres. Mais il y a des Arméniens, il y a des représentants de l'Église d'Arménie qui viennent du Catholicosat de Chmiadzin en Arménie. Et on est toujours très attentif à cette situation et à nos frères arméniens. Mais c'est un conflit oublié aujourd'hui par rapport à d'autres. Oui, absolument. Et donc, on a donné la possibilité à nos amis d'Arménie d'en parler. Comment le résoudre? C'est très compliqué. Je pense que la France peut jouer un rôle pour les rapports historiques avec l'Arménie. Mais je pense aussi que nous, chrétiens, nous devons plus se rappeler de l'Arménie. Dimanche soir, Emmanuel Macron était aussi présent à cette assemblée inaugurale. Il a évoqué l'idée de bâtir un nouvel ordre international, car, je cite le président de la République, notre ordre aujourd'hui est incomplet et injuste. Est-ce qu'il y a de nombreux chefs politiques comme ça qui prennent parti avec vous? Et aujourd'hui, à New York aura lieu cette assemblée générale de l'ONU. Est-ce que vous espérez que le forum qui a lieu en ce moment à Paris puisse avoir un impact outre-Atlantique? Je pense que le président Macron a été beaucoup touché par la rencontre. Il a écouté toutes les interventions. Il a laissé à côté les discours préparés, il a dit, lui, expressement. Et il a commencé à raisonner comme en partant pour New York. Et je crois qu'il a dit des choses un peu nouvelles, comme il est rentré dans le thème « Imaginer la paix ». Il a dit, c'est le thème de ce forum. Vous avez dit et vous avez raison. Imaginez la paix parce que on ne peut pas être des copistes. Il a dit, non, il faut être des créateurs. Et la paix, ce n'est pas une nostalgie. La paix nous demande d'être créés à nouveau parce que de nouvelles situations se posent. Il a fait référence, évidemment, à l'après-deuxième guerre mondiale, quand en France, on a commencé à penser de se réunir aux Allemands à travers le carbone, etc. Donc, c'était un rêve, c'était une création qui a donné vie à l'Union européenne. Donc, j'ai beaucoup partagé les paroles du président. Est-ce qu'il y avait un moyen d'empêcher la guerre en Ukraine? Pardon? Y avait-il un moyen, Marco Impaliazzo, d'empêcher la guerre en Ukraine si les accords de Minsk avaient été, par exemple, menés à leur terme? Qu'est-ce que vous dites sur le sujet? Oui, je pense qu'en effet, l'Occident a mal géré la question Russie et Poutine a mal géré ses rapports avec l'Occident. Il y a eu des incompréhensions dues au fait qu'on ne sait plus parler. Donc la question du dialogue, de se parler aussi entre ennemis, reste capitale dans ce monde. On parle de ce nouvel ordre international. Pierre-Hugues disait un mot à ce sujet alors que Emmanuel Macron, donc en résonance avec les propos d'Emmanuel Macron sur le sujet, il y a des nouveaux pays qui émergent en quelque sorte. Si on prend l'Azerbaïdjan, par exemple, il y a la COP29 qui va se dérouler à Bakou. Je reviens un petit peu à l'Arménie. Voilà un pays qui a une puissance financière énorme, qui finance beaucoup de monde, même des partis politiques, qui n'hésitent pas à arroser, comme on dit, une diplomatie très agressive. Est-ce que ça justifie le fait qu'on parle très peu de l'Arménie? Non, ça ne justifie pas les faits. Et on est toujours dans une économie, je voudrais dire, de guerre. Et c'est dommage que ce type d'économie, la production des armes, par exemple, dont le pape parle très souvent, et c'est un grave problème du monde. Donc, on privilégie le pétrole aux accords de paix. Et ça, c'est vraiment dommage. Vous êtes bien à l'écoute de RCF et Radio Notre-Dame. Nous sommes avec Marco Impaliazzo, président de la communauté Sant'Egidio, qui réunit des fidèles catholiques engagés dans le travail pour la paix. On parle souvent de l'action diplomatique de la communauté Sant'Egidio. Quels sont les
les réalisations concrètes de cette communauté. Est-ce qu'il y a des conflits dans le monde où Sant'Egidio a réussi à aller au-delà de la promotion de la paix, a été jusqu'à faire que la paix soit On là. a quelques-uns quand même, le Pérou, la Bolivie et le Chili par exemple. Oui, mais Cuba surtout, je dis que le Mozambique que vous avez mentionné, la paix a été signée à Rome dans les jours de Saint François, le 4 octobre 92, et c'est un pays qui a vécu beaucoup d'années en paix. Maintenant, il y a cette guerre faite par les islamistes au nord du Mozambique. Enfin, il y a la guerre parce qu'il y a du pétrole. Oui, il y a la guerre. Oui, comme le disait tout à l'heure, oui, le pétrole justifie la guerre. Il y a un gisement énorme dans le nord du Mozambique. Oui, absolument. Mais surtout, maintenant, nous sommes engagés pour le désarmement dans la République centrafricaine. Et nous avons travaillé pour la paix dans ce pays. Et maintenant, la suite de la signature de l'accord de paix, c'est désarmer tous les groupes armés. Et ça, c'est très intéressant, c'est très touchant. Il faut aller dans la brousse, il faut aller dans des lieux marginaux du pays pour se faire donner les armes. Et c'est très intéressant, ce phénomène. Et puis, une crise dans laquelle nous avons beaucoup travaillé récemment, c'est le Sud-Soudan, le plus jeune pays de l'Afrique, qui pourtant est tombé dans une guerre fratricide entre ethnies. Et on avait signé à Rome l'accord de toutes les oppositions, et maintenant on est dans le processus qui se déroule en Nairobi, en Kenya. Et puis, évidemment, le Congo. Et on a ici parmi le chef religieux et l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo, qui nous a beaucoup parlé du Kivu et de toute la région de l'Est du Congo. Et là-bas, la situation, c'est vraiment pénible, car la guerre est devenue aussi le métier de beaucoup de gens qui rentrent dans les différents groupes armés. Et c'est vraiment triste, ça, cette situation qui se prolonge après la crise qu'on avait eue dans les années 80 au Burundi, au Rwanda. Donc, on a beaucoup à travailler. Emmanuel Macron a dit que nombre de pays les plus peuplés n'existaient pas quand les sièges des Nations Unies ont été distribués. Qu'en pense le pape François? Lui, le pape des périphéries, est-il favorable à donner des sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, à des pays qui n'en avaient pas, qui n'en ont pas, et qui le demanderaient, auquel cas la France aurait peut-être du souci à se faire? Oui, je ne peux pas parler au nom du pape. Pour le moment, je n'ai pas lu de position officielle du Saint-Siège sur le sujet, mais je crois que les problèmes, il faut poser les problèmes. Et je pense que, par exemple, hier, le président du Kenya a posé 7 problèmes à l'Assemblée générale. Il faut représenter l'Afrique dans les conseils de sécurité. J'étais étonné par l'affirmation du président Macron parce qu'elle n'est pas en ligne avec la politique française jusqu'à maintenant. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est-à-dire que la France a son siège au Conseil de sécurité. Je ne sais pas si... Il est en sursis? Pardon? Il est en sursis, ce siège? Vous pensez qu'elle le perdra? Pour le moment, non. C'est vraiment difficile de changer le système. Est-ce qu'il faut un siège européen et plus un siège français? Le siège européen sera un rêve, mais pour le moment, on voit bien qu'on n'a pas une politique commune. Donc, doit être une perspective absolument, mais il faut ouvrir à l'Afrique absolument. Et d'ailleurs, on voit bien que le centre de gravité diplomatique, c'est comme le centre de gravité de l'Église. Il se déseuropéanise, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de l'Europe, de la même façon qu'aujourd'hui, le centre de gravité de l'Église n'est pas forcément en Europe. Le centre de gravité diplomatique n'est plus en Europe, Marco Impagliazzo? Mais on le voit dans la crise du Moyen-Orient. Et les anciennes crises du Moyen-Orient n'ont jamais été reçues dans les pays du Golfe. Maintenant, on voit, par exemple, toute cette région qui devient vraiment partie prenante d'un processus de paix ou de cessez-le-feu. Donc, il y a de nouveaux sujets comme le Brésil. Et j'ai en discuté avec le cardinal Zuppi, qui s'occupe, qui c'est l'envoyé du pape pour l'Ukraine, qui est venu à notre congrès. Et il a dit il faut intégrer le Brésil, par exemple, dans un processus de paix pour l'Ukraine. Il y a le Global South, comme on dit, le Sud global, qui aujourd'hui a une voix très importante.
dans la communauté internationale. Donc, rééquilibrer les rapports de force. Oui. Il y a aussi les rapports de force migratoires. Vous êtes spécialiste des migrations et de l'intégration des migrants. 500 000 demandes d'asile enregistrées dans l'Union européenne pour les 6 premiers mois de l'année, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, Marco Impagliazzo? Pour le moment, l'Europe est devenue une forteresse. L'Europe a beaucoup fermé ses frontières avec cette question de l'externalisation, comme on a fait en Turquie, comme l'Italie fait avec la Libye ou la Tunisie et d'autres pays qui ne sont pas trop démocratiques et où les droits humains ne sont pas respectés. Donc, nous sommes fortement préoccupés par cette politique européenne qui est contradictoire parce qu'on a besoin des migrants et le gouverneur de la Banque centrale italienne a fait un discours très ouvert sur ça. L'Italie a besoin d'immigrés pour son économie, mais aussi les Allemands disent la même chose. Il faut favoriser les immigrations légales. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a besoin des migrants? Parce que sur l'immigration de travail, elle est en fait de l'ordre de 15-20% maximum. Hein. La question c'est la crise démographique de certains pays européens. Je parle pour l'Italie, que je connais mieux, mais vraiment, nous sommes un pays dans une très grave crise démographique et notre économie ne peut plus marcher, mais aussi notre société ne peut plus marcher à ce niveau. Marco Impagliazzo, on a reçu un migrant il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Abdoul. Il a vécu l'enfer en Libye, il a traversé la Méditerranée, il ne voulait pas du tout migrer. Il a été pris dans un réseau, il est arrivé à Prato, la capitale du textile, tenue par les Chinois. Et là, il a été esclavagisé. C'est ça l'avenir du migrant? Non, absolument pas. Nous avons créé ce programme de couloirs humanitaires en Italie, en France et en Belgique pour favoriser l'immigration légale pour les vulnérables, que ce n'est pas seulement l'accueil, mais l'intégration. Il faut suivre le chemin des migrants. Merci beaucoup, Marco Impagliazzo. Vous êtes président de la communauté Santé Didio. Merci d'avoir été ce matin l'invité de la matinale.